di doomu Ahmadu Gey di rakku sëñ daara Abdul Karim ko way bu jagle ngir daara di doomu Ahmadu Gey di rakku sëñ daara bismil ilahi ci lay doore di way daara rahmaane moo dikki jox ngëneel sëriñ daara rahimi moo ma taxa jóg man di dem daara yawmal qiyaamati ñëpp fay xam lu diib daara moo tax ma fab xalimba fas yéene way daara daara ma def ni ma mel ba tax ma dib waare daara ma wax li mu xam fasirtu muxtaara jaara ma képp ku jël sa doom jamee daara xam li ci daara taxoon way juri gedd ma man jël ni ma kër baay ba may ndaw jël ma jox daara tuut tànk laa woon ba may dem daara yàgg na lool te booba man xaw ma luy njëriñ ci biir daara léeg-léeg ma jooy ngir mettil di xool sëriñ daara di xaar mu wax ma ñibbil génnal ci biir daara Abdul Karim ko way bu jagle ngir daara di doomu Ahmadu Gey di rakk sëñ daara Abdul Karim ko way bu jagle ngir daara di doomu Ahmadu Gey di rakk sëñ daara sëñ daara sëñ daara ba way naa la sëñ daara jàmbaaru fàkk tëdd moo sonn ngir daara sëñ daara man way naa la sëñ daara jàmbaaru fàkk tëdd moo sonn ngir daara muy jàngale ka jubal di tarbiya ka dundal moom kenn kootu kese eskay sëriñ daara wala takun faa'ilal makruhi fi daara wala takun gaafilan bul nekk mbam daara xiif ak tilim rafle ak coono ci biir daara moom laa fa daj moo taxir tuuti ma daw daara daara defar sama xol daara defar sama xel daara ma def ni ma mel moo tax ma way daara moo tax ñu jox ma dara mbaa sax ñu jox ma dara moo tax ñu dar ma xanaa jaajëfatey daara ndax xaw ma mën njëriñam teewul ma am fa ngërëm lii lépp na daara daara ma jox ngërëmam daara ma jox ngërëmam moo tax ma moytu këram maa sopp man daara mooy tax nga xam sa borom boole ci xam sa morom day tax sa xel mi xalam fonkal ma yow daara ku doo jum ba saaga sa yaay mbaa sax nga saaga sa baay boole ci yar sa njaboot lii mooy jëfu daara génne ci xol bi lëndëm rocci ci xel mi xërëm day tax sa ruug du gëlëm fonkal ma yow daara doo jum ba saaga sa yaay mbaa sax nga saaga sa baay boole ci yar sa njaboot lii mooy jëfu daara kon jëlal sa doom jox ko daara doo ko réccu ba faw daara jajal ñi bi woon bul jéem a xas daara sëriñ si ustaas yi mbaa xaasi si kulluhum luñ xam ba tax ñu di leen. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons la bienvenue à la primature. Alors, comme indiqué dans la note qui vous est parvenue, Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Premier ministre tient ce point de presse pour revenir sur la renégociation des conventions et des contrats qui ont été conclus dans les secteurs stratégiques. Et nous allons tout à l'heure lui passer la parole pour ce point de presse, en rappelant, mesdames, messieurs, également que cette activité ouvre la série de communications publiques annoncées hier en Conseil des ministres par Monsieur le Premier ministre, des communications publiques sur les grands dossiers. C'est un point de presse. Nous verrons, si le temps le permet, la possibilité de prendre quelques questions, mais à retenir d'abord que c'est un point de presse. Et nous allons, avec votre permission, Monsieur le Premier ministre, démarrer les travaux en remettant la parole à... J'allais remettre la parole à Madame la secrétaire d'État, mais nous allons directement prendre les propos liminaires de Monsieur le Premier ministre. Donc, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, nous vous passons la parole. Messieurs et Madame les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les directeurs généraux, chers collaborateurs, Messieurs et Dames de la presse, j'ai annoncé et choisi de tenir ce point de presse qui, en principe, devait être une activité ordinaire du gouvernement. Je crois qu'il l'est d'ailleurs parce que depuis l'arrivée de Madame la secrétaire d'État, il y a de plus en plus des exercices de communication qui permettent à des membres du gouvernement de faire face à la presse et d'expliciter un peu les grands axes de l'action gouvernementale. C'est un exercice indispensable pour mettre en exergue le travail qui est abattu par le gouvernement. C'est un exercice de transparence également, conformément à nos engagements électoraux. Et comme ça a été annoncé tout à l'heure, il s'agit désormais à intervalles réguliers et de temps en temps de me retrouver avec vous pour échanger sur l'action gouvernementale, sur les initiatives, les réalisations et permettre aux Sénégalais de mieux comprendre ce qui est en train de se faire. Pour ce premier face à face, nous avons choisi de revenir sur un point qui nous est extrêmement cher, un point qui a jalonné notre discours durant tout notre parcours politique, qui est une illustration de la santé d'une gouvernance, la meilleure illustration en tout cas de la santé d'une gouvernance publique, c'est-à-dire la manière avec laquelle l'État contracte et engage la nation tout entière, particulièrement lorsque ça a des implications économiques et financières. Parce qu'il s'agit de la gestion de nos deniers, mais également de la gestion de nos ressources naturelles. Depuis notre arrivée, nous avons, sur autorisation de son Excellence Monsieur le Président de la République, institué ici à la primature un comité chargé spécialement de cette activité, la relecture, l'examen et éventuellement la renégociation des conventions. Ce comité est dirigé par M. Elhadji Ibrahima Diop, ici présent, à qui je rends un hommage par rapport à son engagement et la qualité de son travail, ainsi que tous les membres du comité. Le comité est assez composite. Il n'est pas seulement composé d'agents de l'administration, mais il représente quasiment tous les ministères. Ils sont représentés et selon les thématiques qui sont traitées, évidemment, la composition peut varier. Mais également, il y a également dans ce comité des profils assez divers qui ne sont pas de l'administration et qui ont bénévolement choisi de s'engager à nos côtés, parmi lesquels des consultants, parmi lesquels des avocats, et tous ces
À tous ces gens-là, je veux dire merci, les maîtres Bachili, maître Massokhna et beaucoup d'autres qui ont accepté de s'engager à nos côtés et d'apporter leur expertise pour le pays. Et donc pour cette première édition, nous allons échanger avec vous sur les travaux de ce comité, mais également, parce que ça ne s'est pas limité à ce comité, sectoriellement, il y a eu des négociations qui ont été engagées par des ministères ou par des directions générales et qui ont abouti à des résultats probants. Et donc, sur l'ensemble, et sans être exhaustif, parce que le temps ne nous aurait pas permis de revenir sur tout, il y a ce que le comité a lui-même fait. Il y a des travaux aussi qui ont été initiés par des ministères, notamment le ministère de l'Énergie, le ministère de la Direction générale du patrimoine bâti, le ministère des infrastructures, le ministère de la communication, le ministère de la Direction générale de la LONASE, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Hydraulique, entre autres. Et je vais donner la parole à certains d'entre eux pour expliciter ou compléter sur certains aspects. Les renégociations, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont suivi notre parcours, nous avons toujours posé la question de la transparence dans la contractualisation publique. Depuis cette époque, nous avions soulevé un certain nombre de problèmes, aussi bien dans nos écrits, dans nos prises de parole, à l'Assemblée nationale. Nous avions dénoncé un certain nombre de contrats et de conventions qui ne nous semblaient pas aller dans le sens des intérêts stratégiques de l'État du Sénégal. Dès l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, les premiers actes qui ont été posés consistaient justement à dénoncer des conventions qui ont été signées durant ce qu'il est convenu d'appeler la période critique. Des conventions qui ont été signées soit en pleine campagne électorale, pendant l'élection ou même après l'élection. Des conventions ont été signées à la va-vite et ces conventions n'ont pas été signées à l'intérêt du Sénégal. Je peux en citer 3, mais je voudrais faire une précision avant de passer à citer. S'il nous arrive de citer nommément une structure, ce n'est pas pour la porter en épingle. Je veux dire simplement que nos partenaires ne sont pas forcément les fautifs dans ce qui s'est passé. Ceux à qui on avait confié la responsabilité de conduire ou de défendre les intérêts du pays en bon père de famille sont les principaux responsables. Un homme d'affaires, comme j'ai l'habitude de le dire, reste un homme d'affaires. Si vous lui donnez 100%, il prendra 100%. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi nos autorités ont souvent négocié en parfaite connaissance de cause et en violation des règles qu'ils s'étaient jurés de respecter, notamment de la loi et de la Constitution. Et c'est pourquoi je reviendrai sur cet aspect-là, il y aura des suites. Donc je voudrais dire que nous ne sommes pas là pour jeter l'opprobre ou indexer une structure particulière. Et tous nos partenaires, jusqu'au moment où je parle, en tout cas, ont été souvent très collaboratifs, ce qui nous a permis d'aboutir à des accords et d'éviter les contentieux longs, lourds et inutiles. Donc si je cite des structures, ce n'est pas pour les désigner comme responsables de la situation. Donc je disais tantôt que dès notre arrivée, sur ces contrats et ces conventions qui ont été signés durant cette période critique, des actes avaient été posés et des décrets avaient été retirés, rappelés par le président de la République, notamment sur des concessions dans le secteur de la téléphonie, secteur du dessalement de l'eau de mer et dans le secteur de la cimenterie.
des conventions signées, souvent après l'élection présidentielle, à la va-vite, et qui ont été faits dans la plus grande opacité, mais surtout au détriment des intérêts du Sénégal. Et c'était pratiquement un bon début, le lancement de cette initiative de renégocier, de relire et de négocier les contrats. J'ai mis donc en place ce comité qui n'a pas de limite dans ses compétences relativement au domaine qu'il doit examiner. Tous les domaines de la gestion publique peuvent être examinés, réexaminés par ce comité et en tirer toutes les conséquences. Ce comité a travaillé sur beaucoup de thématiques et comme je l'ai dit, on va revenir sur ces thématiques. Le comité a travaillé d'abord sur le secteur minier. Le secteur minier est un secteur à problème. C'est un secteur où il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, comme on le sait. Et le comité a prioritairement travaillé sur ce secteur et a examiné les contrats et les conventions signés avec un certain nombre de structures. La première d'entre elles, c'est les industries chimiques du Sénégal, les ICS. Le comité a travaillé à examiner cette convention. Également, il y a eu une mission d'inspection de l'inspection générale d'État qui a abouti quasiment aux mêmes conclusions que celles du comité. À la différence que le comité a travaillé à identifier les manquements, à les chiffrer particulièrement avant de proposer des axes de renégociation. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Je n'irai pas dans le détail des types d'infractions ou de manquements constatés, mais entre autres, nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances, pourtant dues, parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été allouées à cette entreprise sur des bases légales inexistantes, de la simple volonté d'un ministre qui se lève et qui signe un pacte avec la société pour l'exonérer. Je rappelle qu'au Sénégal, et peut-être comme partout dans le monde, l'exonération ne peut découler que de la loi, et uniquement de la loi. Et même dans ce schéma-là, les redevances n'étaient pas concernées. Et tout ceci constitue des manques à gagner substantiels. Aussi bien pour les avantages fiscaux et douaniers indus, mais également, il y a eu des opérations qui ont privé l'État du Sénégal de sa participation dans ces sociétés, sur des bases erronées et fausses. Peut-être que de manière beaucoup plus ponctuelle, nous aurons le temps, les ministères sectoriels auront le temps de revenir sur ces questions de manière détaillée, mais l'État du Sénégal était actionnaire et passé presque d'actionnaire unique, en tout cas principal, à être totalement expulsé de l'actionnariat pour revenir se faire réattribuer une participation de 15%. Ceci a généré également un manque à gagner qui a été chiffré. Il y a eu des abandons de créances que rien ne justifiait au profit de l'entreprise par l'État du Sénégal également. Tout ceci a été évalué à 1075 milliards sur la période couverte par l'examen. Nous avons demandé d'en tirer toutes les conséquences. Pour les redevances, à hauteur de 200 et quelques milliards, nous avions demandé au ministère de l'Énergie, qui a fait le nécessaire, que cela soit notifié
à l'entreprise et des mesures conservatoires avaient été même prises allant dans le sens de bloquer les comptes de l'entreprise et de l'obliger à payer ce qui est dû à l'État du Sénégal. Nous avons décidé également de résilier. Ce ne sont même pas des résiliations que les concessions étaient arrivées à terme. Et j'avais demandé à M. le ministre de notifier aux ICS notre décision de ne pas renouveler aussi bien les concessions minières, les 3 concessions minières, que la convention d'établissement pour l'industrie. Ce que nous voulons désormais dans ce secteur, c'est de reprendre l'ensemble des actifs, de définir par nous-mêmes ce que nous voulons de nos phosphates, et c'est déjà fait. Nos phosphates doivent servir d'abord au Sénégal et aux Sénégalais, à son agriculture, mais également dans des projections ambitieuses à tous les usages possibles, notamment pouvant aller jusqu'à la production de batteries, LFP comme on les appelle. C'est ça les décisions que nous avons prises par rapport à ce secteur, de reprendre tous nos actifs, de définir ce que nous voulons. Pour la production d'engrais, il est clair que les options, c'est d'aller vers des engrais sur mesure, d'abord pour notre consommation nationale, puisque nous ne fournissons pas suffisamment d'engrais, ni en quantité ni en qualité pour notre agriculture, mais également en visant le marché sous-régional. Notre ambition, c'est de devenir le premier sur le marché sous-régional qui exporte plus de 3 millions de tonnes d'engrais par an. Ensuite, il y a le secteur des cimenteries. Le travail a été fait. Je vous ai dit tantôt à l'introduction que parmi les conventions qui ont été signées durant cette période critique, figurait une convention pour une cimenterie dont le décret a été rapporté. Mais le comité s'est penché sur le cas des cimenteries et a abouti à des constats sur les manques à gagner qui sont extrêmement importants, notamment pour la première cimenterie 160 milliards, la seconde 148, la troisième 63 et la quatrième 47 milliards. Pour pratiquement les mêmes raisons, non-paiement des taxes et redevances, des avantages fiscaux et douaniers qui ne sont pas dus, parce que des exonérations leur ont été allouées dans les mêmes conditions. La décision qui a été prise ici, c'est de réaligner l'ensemble de ces cimenteries au bon régime fiscal et douanier, notamment le code de 2016, mais certainement le nouveau code qu'on est en train de finaliser, qui consisterait à enlever toutes les exonérations concernant ce secteur. Et cela nous permettrait d'escompter des gains annuels de 360 milliards supplémentaires additionnels sur ce secteur des cimenteries. Il y a d'autres secteurs miniers, tels que le secteur de l'Atapulgite, avec des sociétés dont je ne citerai pas dans le détail le nom, où on a relevé des manques à gagner substantiels qui tournent autour de 4 milliards. Le secteur des hydrocarbures vient après. Ce secteur est en cours d'examen. Nous sommes en train de discuter avec les partenaires. Il y a d'abord le bloc de GTA, Grande Tortue, que nous partageons avec nos amis et frères de la Mauritanie. Ce bloc, comme vous le savez, qui est un bloc gazier, a débuté son exploitation depuis l'année dernière. Nous considérons que, sans aller dans le détail,
Les contrats qui ont été signés sont des contrats léonins que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand on parle de 40 milliards de dollars ou plus, et que le Sénégal ne puisse même pas avoir 800 milliards de dollars sur la même période, vous ne pourrez pas nous dire que nous gagnons quelque chose. C'est quasiment du dol, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, sur ce bloc, nous envisageons d'engager les discussions. Mais en attendant, la priorité pour nous, c'est l'approvisionnement de nos besoins locaux à partir de ce bloc en gaz naturel. Les discussions sont en bonne voie et ceci est conforme au CRPP, au contrat de recherche et de partage de production, qui est très clair sur ces clauses-là. Le Sénégal a le droit, autant que de besoins, pour couvrir ses besoins du moins, a le droit de demander de manière préemptive à être approvisionné. Il y a ensuite le bloc de Yakar Teranga, qui est un bloc à 100% sénégalais. Un bloc extrêmement prometteur qui, à lui seul, devrait nous permettre de... Avant d'aller à Yakar Teranga, je voudrais dire que l'opération qui consiste à demander à GTA de nous approvisionner pour notre marché local en gaz devra nous permettre d'engager un gain projeté de 940 milliards sur la période 2025-2040 et des gains fiscaux de 1090 milliards. C'est vous dire donc l'importance de ces renégociations pour nos finances publiques, mais également pour notre économie. Parce qu'en plus de ça, ça nous permet de distribuer le gaz avec le réseau gazier sénégalais à toutes les entreprises qui en ont besoin et surtout les industries, de pouvoir soutenir notre politique industrielle d'industrialisation du Sénégal, mais également de casser le prix du gaz domestique, surtout avec le gaz associé de Sangomar. Pour Yakar Teranga, je disais donc que nous avons commencé les discussions et nous sommes à la phase finale d'ailleurs de ces discussions. Yakar Teranga fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces renouvellements de contrats durant cette période critique. Parce que son dernier renouvellement date de mars 2024, c'est-à-dire le mois de l'élection présidentielle. Nous avons suffisamment d'outils et de bases, puisque les engagements n'ont pas été respectés, mais les discussions se font de manière consensuelle et nous sommes entendus pour que le Sénégal puisse reprendre ce bloc dans les semaines à venir, sans avoir à débourser un seul franc. Et selon la stratégie que nous avons adoptée, nous avons adopté une stratégie qui est très simple. C'est qu'aujourd'hui, aussi bien pour le phosphate, pour le gaz, pour le pétrole, nous ne sommes plus dans une logique de signer des concessions à des partenaires et puis de se donner rendez-vous dans 25 ans. Nous développons une stratégie qui tienne compte de nos aspirations en termes de développement, en termes de consommation. Et ensuite seulement, nous trouverons le partenaire qui acceptera de s'inscrire dans cette stratégie-là. Peut-être le directeur général de Petrosen et le ministre viendront ultérieurement dans une autre rencontre sur cette stratégie. Mais c'est aujourd'hui ça l'option que nous voulons. Pour tous ces blocs et pour beaucoup d'autres, parce que depuis qu'on est là, nous avons eu à résilier pas mal de blocs pétroliers. Le bloc de Diender,
que nous avons résilié, le bloc de Differ Offshore, le bloc de Kayar Offshore Profond. Lui, je dis qu'on va le reprendre dans quelques jours, c'est celui de Yakateranga. Le bloc de Kayar Offshore peu profond, le bloc de Saint-Louis Offshore peu profond, le bloc de Elfix Offshore, tous ces blocs ont été résiliés depuis que nous sommes là, sous la conduite de Monsieur le ministre de l'Énergie et le directeur général de Petrosen. Nous sommes en train aussi de discuter dans le sens du redimensionnement des blocs. Je le disais quand on était dans l'opposition, les périmètres étaient trop vastes, trop grands. Et ce n'était pas conforme aux meilleurs standards internationaux. Le ministre est en train d'y travailler et nous pensons pouvoir finaliser, aller dans ce sens-là pour redimensionner les stocks, les périmètres, avoir la possibilité de plus de partenaires et donc de plus de gains partagés pour notre pays et pour ses partenaires. Sur ces questions, il y a des responsabilités également, je le disais tantôt. Parce que sur le secteur du pétrole et du gaz, ce qui s'est fait est particulièrement grave. Nous en avions parlé et tout ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle se trouve dans cet ouvrage que moi-même j'avais publié en 2016 à Paris, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, que nous avions présenté avec nos amis de Paris en 2016. Le ministre me dit que cet ouvrage, je le lis tous les jours. Tous les actes qu'on est en train de poser, tout ce qu'on a dit était déjà écrit dans cet ouvrage. Il faut que les responsabilités soient situées. Si vous prenez les deux blocs qui sont en cours d'exploitation, notamment Yakateranga, GTA qui est en cours d'exploitation, et Yakateranga, pour lequel au moins nous savons qu'il y a une partie des réserves qui sont aujourd'hui prouvées à hauteur de 2,7 ou 3 TCF. Ces blocs font partie de ceux qui m'ont motivé à écrire ce livre. Et nous avions parlé à l'époque d'un rapport que l'IGE avait produit et qui avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer le décret qui venait approuver la convention. Ce rapport avait été retiré du circuit. Un rapport de l'inspection générale d'État qui disparaît du circuit. Et heureusement, fort heureusement, il y a encore des patriotes dans ce pays, et un de ces patriotes avait par devers lui son exemplaire de ce rapport, et je l'ai annoncé à plusieurs reprises. Il s'agit de ce rapport de l'IGE. Ce rapport avait clairement dit qu'il ne fallait pas signer, qu'il fallait carrément retirer ces blocs, parce que ce qui a été fait avait été fait en violation flagrante du code pétrolier. Mais les enjeux financiers ont poussé les autorités de l'époque, je parle des enjeux financiers personnalisés ou personnels, ont poussé les autorités de l'époque à passer outre et à signer. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par des députés. Je mettrai à leur disposition toutes les informations pour que des commissions d'enquête parlementaires puissent voir le jour le plus rapidement possible, et que tous ceux qui ont été à la base de ceci, ceux qui ont signé les accords, ceux qui ont signé l'arrêté, le décret de présentation, ceux qui ont signé le décret lui-même, qu'ils puissent rendre compte de leur forfaiture. Nous sommes encore en train de travailler sur des pistes beaucoup plus sérieuses, parce que dans ce rapport, on parle de pistes de corruption extrêmement graves, avec des montants très clairement spécifiés. Je ne vais pas me pencher sur cet aspect-là, mais dans les prochains jours, il y aura des développements. Toujours dans
ce secteur et par rapport au travail qui a été fait par le comité, au niveau des infrastructures également, mais avant d'aller aux infrastructures, je voudrais, pour ne pas sortir du secteur du ministère de l'Énergie et des Mines, aborder 2 ou 3 autres questions, notamment sur les mines et carrières. Sous la conduite du ministre ici présent, un excellent travail a été fait et a abouti à des décisions de retrait de beaucoup de permis de mines et de carrières. Nous allons en retirer à peu près 71 titres miniers et 71 titres miniers et de carrière, dont 14 titres sur l'or, 8 titres sur l'argile, 5 titres sur le basalte, 8 titres sur le calcaire, 1 titre sur le granit, 1 titre sur le kaolin, 1 titre sur le grès, 14 titres sur la latérite, 1 titre sur le manganèse, 1 titre sur le quartzite et 1 titre sur le sable. Ces titres sont retirés pour non-respect, non-conformité, parce que vous savez très bien qu'en la matière, la délivrance des titres est encadrée par un certain nombre de contreparties, d'obligations en matière d'investissement, en matière de respect des normes environnementales, etc., etc. Et tous les titres qui n'ont pas respecté ces engagements feront l'objet de retrait et de réattribution à des partenaires beaucoup plus sérieux. Avant-hier, en survolant le code des mines, j'ai appelé M. le ministre des Mines pour lui dire que dans les orientations, il était question désormais de voir comment immatriculer les titres au nom de l'État à travers la société qui s'occupe de ces questions, notamment la Société des mines du Sénégal, la SOMISEN, et de trouver des partenaires pour l'exploitation. Si on avait fait ça avec notre phosphate, quand j'ai été au Maroc en discutant avec le chairman de OCP et dans la perspective d'envisager éventuellement un partenariat, il m'a dit ne concédez jamais vos mines. Vos mines, vous les gardez pour vous-même. Trouvez un partenaire industriel. C'est ce que le Maroc a fait pour que OCP soit le numéro 1 mondial. Ici, on donne tout et on se donne rendez-vous dans 25 ans pour de maigres retombées. Cela ne se passera plus comme ça et nous allons changer complètement la façon de faire. Toujours dans le cadre de ce ministère et sur l'excellent travail du directeur général de l'ASER, M. Jean-Michel Sen, des contrats ont été renégociés très tôt dès notre arrivée au pouvoir. Je vais citer le contrat de AEPOE et le contrat de Sagencom. Ces contrats ont permis de faire des économies de 11 milliards. Ces renégociations ont permis de faire des économies de 11 milliards 588 millions et d'électrifier 534 localités supplémentaires. Ceci est appréciable parce que ça vous donne un aperçu sur le niveau de prédation qu'il y avait sur nos ressources à travers la surfacturation et les surcoûts. Je crois avoir fait le tour pour le ministre de l'Énergie et des Mines, qui est le ministre le plus sollicité, aussi bien par les travaux du comité que par les travaux qui ont été faits sectoriellement, le ministère lui-même, ses différentes directions générales. Pour les infrastructures, un travail a été fait également et a touché tous les secteurs pour lesquels il y avait des infrastructures critiques. Le travail a permis, et je vous donne seulement un bilan d'étape. Tout ce que je suis en train de vous donner, c'est des bilans d'étape. Le travail a permis de faire des gains de 103 milliards dans les projets de construction
et d'équipement d'infrastructures éducatives dans les 45 départements. C'est un projet qu'on a trouvé sur place, un financement de 250 milliards. Nous avons pu faire un gain de 30 milliards, soit 12% de surfacturation accepté par le partenaire, qui nous a permis de redéfinir la convention, de signer un avenant qui tienne compte de ce qu'on vient de dire. Le montant révisé passe de 250 milliards à 220 milliards. Et nous avons opté de réorienter ce gain de 30 milliards dans la construction et l'équipement de 2000 salles de classe supplémentaires en remplacement des abris provisoires. Pour le marché relatif à la construction, à la réhabilitation d'infrastructures pédagogiques et sociales dans les différentes universités, à l'outil en 5 lots. C'est un marché de 38 milliards. Les renégociations nous ont permis de le ramener à 32,8 milliards, soit un gain de 5,60 milliards et un taux de réduction, donc de surfacturation de 15%. Ces économies sont réaffectées à la réduction du déficit en infrastructures au sein de nos universités. Pour le projet de construction de la cité Terme Sud, une projection de 75 milliards, nous avons pu faire une réduction de 25 milliards, soit 33% de coûts additionnels identifiés, et le marché est revenu à 50 milliards. Et de commun accord avec les forces armées, nous avons décidé d'orienter ce gain des 25 milliards à la construction d'un immeuble sous-sol R+12 sur 4242 mètres carrés à Villa Rose pour 108 logements d'officiers stationnés à Dakar pour 15 milliards et un projet d'extension des capacités d'accueil de l'École nationale des officiers d'actifs pour 5 milliards et 5 autres milliards en attente d'affectation. Pour la réalisation clairement d'un hôpital à Bakel et d'un centre de diagnostic et d'imagerie médicale au CHR de Fatick et la fourniture et l'installation d'équipements pour les services d'imagerie, la décision a été prise. Les négociations ont été faites pendant longtemps, mais in fine, la décision a été prise après consultation du président de la République de résilier totalement ce marché pour un coût projeté de 71,3 milliards. Parce que il a été noté beaucoup d'irrégularités et beaucoup de surfacturation. Pour le projet de construction de 15 centres de formation professionnelle au Sénégal, pour un coût initial de 50 milliards, nous avons relevé une surfacturation de 6,68 milliards, soit 13% de surfacturation. Le montant révisé est de 43,46 milliards. Nous avons décidé d'utiliser ce coût additionnel à la construction et l'équipement de 2 centres de formation professionnelle supplémentaires. L'ensemble, toujours pour les infrastructures, le comité avait travaillé sur la question de la gestion de l'autoroute à péage. Vous savez très bien que nous l'avions épinglé ou dénoncé quand nous étions dans l'opposition. Il est question aujourd'hui, pour rééquilibrer, d'envisager la création d'une redevance pour le développement des infrastructures routières à hauteur de 15% des revenus projetés et d'augmenter la redevance domaniale à 10% des chiffres d'affaires projetés. Autant de mesures qui nous permettraient d'engranger à peu près 435 milliards de ressources additionnelles par année. J'avais oublié d'ailleurs le PSD, qui est un programme ambitieux de construction des infrastructures pour lequel également des coûts additionnels de 24 milliards avaient été relevés et enlevés du projet. Ce que je veux dire ici,
quand nous parlons de ces mesures, il ne faut pas simplement l'envisager par rapport aux gains immédiats que nous chiffrerons, nous additionnerons et dès demain, peut-être le document circulera et vous rendrez compte sur ce qui a déjà été fait. Et nous sommes encore loin d'avoir terminé ce travail. Ce comité va continuer jusqu'à la fin de ce mandat certainement, parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites et mal faites dans ce pays. Mais ces gains immédiats qui sont déjà extrêmement importants, il faut les voir en perspective de ce qui va venir. Imaginez sur la masse du budget d'investissement du Sénégal, de tous les marchés financiers, qu'on puisse appliquer ce qui a été déjà fait ici. C'est en moyenne une économie de 15% sur les marchés qui ont été passés. Imaginez la réorientation de toutes ces économies dans d'autres infrastructures. Et c'est comme ça qu'on a pourvu un pays. C'est comme ça qu'on choisit le sous-développement plutôt que le progrès. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, malgré les flux extrêmement importants de capitaux que le Sénégal a enregistrés sur ces dernières années, nous n'en voyons pas le résultat concret. Imaginez tout ce qui s'est fait à Diamniadio, parce que toutes ces infrastructures vont être évaluées. Tout ce qui s'est fait un peu partout, sur les stades, les immeubles. Imaginez qu'il y ait de manière constante un surcoût en moyenne de 15%. Je vous ai donné ici, on a 33%, on a 17%, on a 12%, on a 13%. Donc tous les surcoûts enregistrés dépassent les 15%. Mais pour être le moins gourmand possible, je dis imaginez sur le budget d'investissement du Sénégal qu'on applique un taux de récupération de 15%, c'est des centaines de milliards, minimum 500 milliards économisés. Combien d'abris provisoires on aurait pu résorber? On ne devait plus avoir d'abris provisoires dans ce pays si les financements avaient été bien orientés, mais surtout s'ils avaient été conformes aux meilleures pratiques et aux meilleurs standards. Et toujours dans ce cadre, nous avons travaillé dans d'autres secteurs comme les télécommunications. Je terminerai peut-être par ça parce que je donnerai au ministre lui-même le soin de faire des précisions ou de développer cet aspect. Également sur la gestion du patrimoine de l'État. Et M. le directeur général de la SOGEPA aura 10 minutes peut-être pour présenter cet aspect. Nous avons travaillé également dans le secteur de l'hydraulique. Je vous ai cité parmi les premières conventions qui ont été revues, figure celui du contrat pour l'usine de dessalement d'eau. Ça a pu poser un peu de problème, mais avec nos partenaires, les discussions sont faites. Ce contrat a été signé après l'élection présidentielle. J'étais avec le président de la République à l'hôtel Azalaï et on avait convoqué un des ministres du régime sortant pour qu'il vienne nous trouver. C'était après l'élection et avant la prestation de serment. Et ce ministre est venu nous trouver à l'hôtel. Il s'est excusé de son retard en disant que j'étais au palais parce qu'il fallait rapidement signer le contrat de l'usine de dessalement. Je dis, mais comment vous pouvez continuer à signer des contrats alors que votre pouvoir est arrivé, a atteint sa date de péremption? Et nous avons rapidement regardé ce contrat. Le président a pris la décision de rapporter le décret. Nous avons discuté avec nos partenaires qui ont compris nos préoccupations. Et la procédure a été redressée et mise en conformité avec les lois et règlements. L'effort de soutenabilité de l'État est passé de 17,5 milliards par an pour la première phase et 35 milliards par an pour la deuxième phase, contre 20 milliards
et 40 milliards dans le contrat initial. Et le prix de l'eau dessalée, qui était fixé à 427 francs mètre cube, est revenu à 389 francs mètre cube. La capacité de production des 2 centrales solaires sera portée désormais à 300 MW contre 150 MW dans le premier contrat, soit le double. La production supplémentaire sera revendue à la Sénélec au prix de 18 francs CFA le kWh. Aujourd'hui, la Sénélec n'achète pas à moins de, monsieur le ministre, 80 francs ou 70 francs. Plus de 90 francs. Et dans la négociation, nous avons pu obtenir que le surplus généré sur les 300 MW soit revendu à la Sénélec à seulement 18 francs le kWh. Ce qui permettrait de baisser le prix de l'eau dessalée et de générer des gains au profit de la Sénélec. La SONES sera également actionnaire dans la nouvelle société de gestion de l'usine de dessalement de la Grande Côte et l'État, à travers la SONES, en partenariat avec Aquapower, compte mettre en place des projets similaires dans la sous-région ouest-africaine. Donc nous passons dans un partenariat beaucoup plus actif. La Sénélec sera également actionnaire de la SPV Énergie, la future société de gestion des 2 centrales photovoltaïques de 300 MWh. Et enfin, le partenaire va mettre en place un institut de formation au métier du dessalement en développement de partenariat. Toute chose qui n'existait pas dans l'ancien contrat. Toujours dans le domaine de l'hydraulique, il y a eu la phase 2, eau potable en milieu rural. Cette phase 2, nous l'avons renégociée pour un projet d'environ 60 milliards financé par nos partenaires. Nous avons pu négocier et aboutir à un surcoût de 11 milliards enlevé du projet. Finalement, de 85, le nombre de forages à réaliser est passé à 101. Des localités comme les îles du Saloum, les îles de la Casamance, le département de Médina Yoro Foulah, le Ferlo et Kédougou vont ainsi voir leur dotation augmenter. Ce projet, je l'avais lancé à Fass Touré le 3 février 2025. C'est entre autres un certain nombre d'axes de renégociation que nous avons pu emprunter sur les 18 derniers mois. Le comité, mais également toutes les autres initiatives et qui ont permis aujourd'hui aux Sénégalais, au Sénégal, d'engranger énormément d'économies et de gains sur des contrats qui ont été très mal libellés, de pouvoir asseoir une nouvelle politique en termes de contractualisation pour être sûr que chaque centime du contribuable sénégalais a été bien utilisé, mais surtout de pouvoir redéfinir, surtout dans le secteur des industries extractives, dans le secteur du phosphate et dans le secteur du pétrole, de faire de ces ressources des leviers de notre développement avant tout, et de sortir de cette logique qui consiste à exporter toujours et encore de la matière brute pour importer des produits finis beaucoup plus chers. Je m'avais donné à monsieur le ministre des télécommunications de soins sur les points relatifs à ces renégociations d'apporter quelques clarifications également. Monsieur Sall. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste axer mon intervention par rapport à l'évolution des redevances, comme monsieur le Premier ministre l'a dit. Dès que nous sommes arrivés à la tête du ministère en charge du numérique en 2024, nous avions fait un constat, comme ça a été fait dans l'ensemble des secteurs d'activité dans notre pays, que sur le secteur des communications, également le secteur postal, il y avait une évolution des redevances qui était restée dans les années
60, je dirais, qui n'ont pas connu une évolution et qui avait permis à des entreprises qui opèrent dans notre pays de gagner énormément d'argent sans que l'évolution de cette redevance ne puisse suivre. Donc, fort de ce constat, nous avons fait évoluer les redevances dans le secteur postal et dans le secteur de la communication, qui a permis à l'État du Sénégal de recouvrer, en tout cas pour l'année 2026, parce que contrairement à ce qui a été fait dans le comité qui a été cité par le Premier ministre, nous avons démarré dès notre arrivée en 2024 et qui permettra en tout cas à l'État du Sénégal cette année en 2026 de recouvrer, ne serait-ce que sur ces deux secteurs, 17 milliards de francs CFA. Si on évolue dans le cadre du plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre, ça fait 51 milliards sur les 3 ans. 51 milliards sur 3 ans, ça peut paraître peu, en tout cas par rapport aux chiffres annoncés par le Premier ministre dans le cadre des mines et de l'énergie de manière générale. Mais il faut voir de là où on vient, parce qu'on était sur les 17 milliards en 2026, sur les années précédentes, on était à 100 millions de francs CFA. Parce que des entreprises venaient ici gagner jusqu'à 50 milliards par an, sauf que jusqu'en 2022, les redevances ne dépassaient pas 20 millions de francs CFA. Quand nous sommes arrivés par rapport, il y a des arrêtés qui ont été signés, qui ont fait évoluer de 20 à 75 millions, mais le fort de ce constat, ça n'a été pas recouvré. Donc nous avons fait le nécessaire pour que non seulement les montants dus puissent être recouvrés dans un premier temps, mais également de permettre que cette évolution-là puisse être effective. Et comme le Premier ministre l'a dit, et ça c'est quelque chose qu'il ne cesse en tout cas de nous dire, c'est pas recouvrer ces montants-là pour les garder au trésor public. C'est des projets parfois structurants qui aujourd'hui en tout cas ont un fort impact économique et social. Pour le cas d'espèces, nous avons estimé, en tout cas, faire ruisseler ces 17 milliards à travers des fonds qui vont permettre, par exemple, les journalistes, le secteur de la communication qui est en difficulté depuis quelques années, nous le savons, de permettre non seulement de mettre un fonds d'amorçage qui va permettre à ces entreprises en tout cas, même si ça sert de fonds de garantie, d'avoir en tout cas un matelas assez confortable pour pouvoir les accompagner. Et cet accompagnement-là avec un impact sur la société, parce que nous savons tous, la plupart des contenus que nous consommons ici au Sénégal, pour la plupart, viennent d'autres pays. Des contenus que nous ne maîtrisons pas. Donc l'idée, c'était de mettre en place ce fonds qui va permettre aujourd'hui de permettre à ceux qui évoluent dans le secteur de l'audiovisuel de faire des contenus en rapport avec nos valeurs socio-culturelles. Ça, c'est hyper important. Et ça va permettre demain de reprendre, en tout cas sur les aspects communicationnels, avec l'avènement des réseaux sociaux, sur cet aspect-là, de pouvoir aujourd'hui permettre aux entreprises sénégalaises, le secteur privé sénégalais qui évolue dans le secteur de la communication et le secteur postal, de bénéficier de fonds qui vont permettre demain de produire des contenus sénégalais, et des contenus en tout cas en rapport avec nos valeurs. Et ça, c'est important. Mais également, un autre aspect par rapport également aux redevances liées aux fréquences. Nous avons également vu, en tout cas, des fréquences de pays étrangers également qui ne payaient pas. Le Sénégal est un pays très ouvert, ça se tenait à l'utiliser. En tout cas, nous sommes contre personne, mais nous estimons que les entreprises qui viennent en tout cas gagner de l'argent au Sénégal, que cet argent-là, une partie, puisse bénéficier du secteur dans lequel ils évoluent. Et ce qui a permis, au-delà même de la redevance audiovisuelle, mais également dans le secteur postal, où nous avons des entreprises qui se font, en tout cas sur les chiffres déclarés, chiffre d'affaires de 50 milliards par an, et jusqu'ici c'était une redevance de 1%. Nous avons fait évoluer jusqu'à 4%. Qui va permettre également aux entreprises qui évoluent dans le secteur de pouvoir bénéficier, en tout cas, de cet argent-là. Sur le secteur des télécoms, comme Monsieur le Premier ministre l'a dit, il y a des négociations parce que, comme vous le savez, les contrats de concession pour des opérateurs globaux plus les technologies, parce que comme vous le savez, nous sommes en perpétuelle évolution
et que par rapport aux dispositions réglementaires et légales, ces contrats-là, quand ils arrivent à terme, font l'objet de négociations avec aujourd'hui des montants qui évoluent. Et nous avons estimé, en tout cas sur la période 2025-2028, ne serait-ce que sur cet aspect-là, 60 milliards que nous allons recouvrer d'ici là avec les négociations qui sont en cours. Je ne vais pas m'attarder, en tout cas sur les entreprises concernées, tant que ce n'est pas signé. Mais de manière globale, sur ces deux aspects-là, il y a une projection avec des chiffres vraiment des fourchettes très basses, sur plus de 100 milliards avec l'impact plan sur la connectivité, mais également sur des aspects liés aux redevances sur le secteur de la communication, sur le secteur postal, mais également sur le secteur des télécommunications. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que je voulais rajouter, en tout cas sur ces aspects-là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre des Télécommunications. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole pour qu'il complète un peu ma présentation qui a été peut-être assez superficielle sur certains aspects. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, à la suite de Monsieur le Premier ministre, je voudrais peut-être juste effectivement ajouter quelques petites informations. Sur le volet mine, effectivement, au-delà des 77, nous sommes en train aujourd'hui de finaliser tout le travail sur le retrait de titres miniers donnés, et ça tourne autour de 313 titres miniers qui doivent être retirés. Nous sommes en train de finaliser la dernière touche sur disons, des vérifications complémentaires que nous sommes en train de boucler. Il s'agit concrètement de personnes, d'entreprises détenteurs de titres miniers, mais qui ont en général joué à la spéculation parce qu'elles n'ont pas investi, elles n'ont pas respecté les obligations légales, elles ne se sont pas acquittées des droits et redevances prévus. Et en général, c'était pour travailler avec un partenaire le plus souvent étranger qu'ils attendaient. Donc, beaucoup de titres ont été inactifs depuis la date de détention des arrêtés ou des autorisations qui leur avaient été données. Et cela, l'impact que cela a produit sur le secteur minier, on le connaît. Des personnes sont devenues détentrices de titres miniers, alors que quand vous regardez dans leur dossier, il n'y a aucun document. Un dossier composé d'une seule feuille, d'une seule demande, on en a constaté énormément. Maintenant, nous sommes en train de boucler ce travail-là, Monsieur le Premier ministre. Je ne reviendrai pas sur les développements faits sur ICS et sur les cimenteries, c'est très complet. Je parlerai peut-être des retraits que nous avons faits sur le secteur pétro-gazier. Effectivement, nous avons retiré le titre qui avait été donné à Forteza et le dossier est sur la table de l'AGE pour l'accompagnement juridique. Nous avons fait la même chose avec les champs détenus par Oranto Petroleum, qui en avait 2. Et qui, sous toute la durée, n'a fait aucune opération de gestion, donc d'opération de traitement sur ce secteur-là. Nous avons effectivement retiré ces titres-là et le dossier également sur la table de l'AGE pour l'accompagnement juridique. Vous avez parlé d'un élément extrêmement important, il s'agit des développements sur le Yakar Teranga. Et c'est l'occasion pour nous de saluer la qualité du travail qui a été fait par le DG de Petrosen Holding et ses équipes, mais également tout le travail que nous avons fait en termes de travail collectif relativement au projet Yakar Teranga. La volonté affichée sur les instructions que vous nous avez données, c'est que nous ayons une société, une compagnie nationale qui devienne opérateur. Parce que sur l'intégralité des titres, tout ce que vous avez vu, Petrosen détient juste 10% de ce qui existe. Et il est inconcevable que dans un pays où il y a presque 32 blocs pétroliers et pétro-gaziers, que la société nationale se retrouve à détenir uniquement 10%, une portion congrue. Alors qu'aujourd'hui, l'expertise est disponible, l'ambition est disponible, la volonté elle est clairement affichée. Petrosen doit être opérateur. Et aujourd'hui,
nous sommes en train de finaliser en relation avec Petrosen qui a anticipé sur le travail toute la recherche de partenariat nécessaire pour que ce bloc pétrolier de Yakar Teranga soit développé par Petrosen, mais on ne s'en limite pas à cela. Petrosen aussi doit être un développeur, un opérateur dans l'onshore, et c'est la raison pour laquelle également il y a un travail extrêmement important qui est en train de se faire à ce sujet-là. Je terminerai, Monsieur le Premier ministre, dans cette perspective-là, donc dans l'accompagnement technique des discussions. Parce qu'il y a effectivement des sujets qui sont aussi éminemment juridiques avec toute la charge contentieuse qu'il y a derrière. Voilà pourquoi sur ce travail aussi là, nous sommes en train d'agir avec tout le tact nécessaire pour sécuriser la démarche du Sénégal, mais également pour travailler avec le partenaire, pour collecter le maximum d'informations afin que la substitution ultérieure puisse se faire dans un cadre probant avec le moins de contraintes possible. Et enfin, il y a ce que vous avez dit sur les discussions que nous avons sur le GTA. Et je dois le dire, et vous l'avez souvent répété, ce projet-là est un projet très complexe, aussi bien dans la technicité de développement du projet, mais dans le relationnel que nous avons avec les opérateurs. C'est un projet très complexe, et aujourd'hui, depuis un moment, nous sommes en train de faire des discussions. C'est vrai que nous avons senti dans les jours passés beaucoup d'ouverture de la part de BP et de Cosmos, notamment pour l'approvisionnement en gaz domestique du Sénégal. Et nous espérons trouver un accord sur le pricing, qui est le dernier point extrêmement important qui impactera énormément sur le coût de l'électricité. Je me permettrai, pour conclure, Monsieur le Premier ministre, de parler en fait d'un point sur lequel nous avions transmis les informations. Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé ici des ententes directes sur des projets de réalisation de centrales solaires. Les prix avaient été négociés à un prix de 45 francs le kilowattheure. Nous sommes arrivés, nous les avons tous appelés. Nous leur avons dit que le Sénégal, et ça nous avons informé, vous nous avez donné des instructions fermes de reprendre toutes les discussions sur le sujet-là. Et nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera jamais 45 francs le kilowattheure. Et sur cette base-là, nous avons demandé à ce que des études nous soient faites sur l'évolution des cours du solaire, sur toute la chaîne de valeur, de la pièce la plus importante, la pièce la plus significative, pour avoir une évolution des prix sur les dernières 10 années. Ça nous a permis de structurer un point de négociation ferme. Et quand nous avons demandé à Saint-Lec de se retrouver en aparté avec les opérateurs pour discuter, ils sont arrivés à un prix de 35 francs. Quand ils sont revenus nous voir, nous leur avons dit que le Sénégal ne paiera pas 35 francs. Nous avons repris les discussions, nous sommes arrivés à un prix de 32 francs, et vous avez reçu les conclusions sur l'économie sur les 15 ans de 92 milliards de francs réalisés en termes d'économie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'économie, du plan de la coopération, pour finaliser les dernières touches sur ces projets-là. Voilà, Monsieur le Premier ministre, à titre juste de complément, parce qu'on aura d'autres cadres plus larges avec votre permission pour pouvoir nous ouvrir davantage sur les sujets. Voilà ce que je voulais juste apporter en termes de complément d'information. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture. Pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sur Intermac, nous avons trouvé, l'ancien gouvernement a signé en 2022 un contrat d'acquisition d'équipements agricoles et d'hangars de stockage pour un montant de 85,5 milliards. Le gouvernement du Sénégal a payé 65,8 milliards. Livré 16,6 milliards. Le fournisseur a déjà importé des équipements et des hangars disponibles ici à Dakar pour un montant non livré de 14,8 milliards. Vous me permettez de préciser, quand on avait pris les moissonneuses, beaucoup de gens parlaient dans la presse qu'on avait réquisitionné. Le vrai terme, ça devrait être une mise en disposition, parce que l'État du Sénégal a déjà payé 65,8 milliards. Donc, le matériel qui est déjà disponible sur Dakar tourne aux environs, mais non encore livré, tourne aux environs de 14,8 milliards. Et le gouvernement est en train de faire des mains et des pieds pour la mise en disposition de ce matériel-là. En termes de les équipes techniques et des consultants
qu'on a contractés ont remarqué une surfacturation de l'ordre de 15 à 17% pour un montant qui serait entre 12 et 15 milliards. Sur le dossier Intermac, Monsieur le Premier ministre, voici le résumé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Ce dossier a été suivi de près. Un premier rapport a été fait par vos services. Et sur cette base, moi-même, j'avais saisi la Cour des comptes qui vient de livrer son rapport qui confirme ces surfacturations et même un peu plus que ce que vous aviez mentionné dans votre truc. Et je vous avais demandé de prendre toutes les dispositions pour que le matériel puisse être à disposition de l'État du Sénégal parce que ça appartient à l'État du Sénégal. S'il faut réquisitionner, il faut le réquisitionner. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre des Infrastructures pour complément. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, je pense que vous avez été assez exhaustif. Peut-être juste dire que ce même exercice a été fait par l'ancien directeur des constructions des infrastructures universitaires sur les universités de Matam et de Tambacounda, en termes de croisement de plus ou moins évalué pour prendre en charge certains aspects qui ne figuraient pas sur ces infrastructures universitaires à hauteur de 30 milliards. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Comme à votre habitude, vous n'êtes pas très bavard pendant le mois de Ramadan. Je vais donner la parole à Monsieur le directeur général du patrimoine bâti pour 5 minutes, maximum 10, parce que beaucoup de travail a été fait à ce niveau également. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État. Donc, à la suite de la formation du nouveau gouvernement, dès le mois de mai, vous avez, lors du Conseil des ministres du 22 mai, donné instruction pour la récupération du patrimoine bâti de l'État cédé dans des conditions non transparentes. Donc, à la suite de cela, nous avons essayé de faire l'audit globalement de la gestion du patrimoine bâti pour nous retrouver dans deux situations. Nous avons constaté que des baux amphithéotiques ont été donnés à des particuliers sur le patrimoine bâti dans le cadre de la revalorisation de ce patrimoine. L'État a un patrimoine assez important, mais qui se trouve dans un état de vétusté. Donc il fallait trouver des partenariats pour que ces personnes-là puissent valoriser et retourner à l'État au moins un tiers de l'infrastructure valorisée. Mais pour la plupart des contrats que nous avons trouvés sur place, 19, beaucoup ne comportaient pas de contrepartie. L'État prenait un bien qui avait de la valeur, à la fois la valeur du foncier, mais également la valeur des constructions, le donnait à un tiers pour qu'il développe un projet, et en retour, l'État ne recevait rien en retour. Sur ces 19-là, 8 ont fait l'objet de renégociations acceptées par les parties prenantes, et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à plus de 25 milliards de gains en termes de contrepartie que l'État a obtenu. Aujourd'hui, 2 projets sont quasiment sur la phase terminale et certainement lors du 3e trimestre, on recevra un projet où un ministère sera déménagé. Toujours dans cet exercice-là, nous avons pu procéder à la récupération d'une vingtaine d'immeubles, objets du patrimoine bâti, qui ont été cédés à des particuliers dans des conditions non transparentes. Cette vingtaine de biens-là, si on l'évalue en termes de valeur vénale, à la fois les constructions, mais également la valeur du foncier, on est à plus de 50 milliards qu'on peut noter. Donc des actifs de l'État qui ont été donnés gratuitement à des personnes qui n'avaient ni les capacités techniques, ni les capacités financières pour réaliser des infrastructures. Sur un autre volet également, la renégociation a concerné un certain nombre d'immeubles pour impacter la baisse des charges locatives de l'État. Aujourd'hui, chaque année, l'État
budgétise pas moins de 16 milliards pour faire face aux charges locatives pour héberger et des services administratifs, mais également le personnel ayant droit au logement. Je donnerai 2 exemples en particulier, ou 3 même. La Maison des Nations Unies, une infrastructure qui était construite à Diamniadio sur 82 000 m², un financement de plus de 200 et quelques milliards, qui était dédié à abriter l'ensemble des entités du système des Nations Unies, qui aujourd'hui sont prises en charge par l'État pour un montant de 3 milliards. L'infrastructure est un grand bâtiment comportant des ailes, 6 ailes. Aujourd'hui, dans le cas, en amont, le projet, c'était de donner l'intégralité du bâtiment au système des Nations Unies. Aujourd'hui, dans le cadre de la renégociation, conformément à vos orientations et celles de Monsieur le Président de la République, nous avons pu obtenir le partage de l'infrastructure en 2. Le système des Nations Unies, pour toutes ces entités, va occuper la moitié du bâtiment et le Sénégal va occuper l'autre moitié pour un gain en termes de baisse de charges locatives de plus de 4 milliards par année. Indépendamment de ce gain sur les charges locatives, le système des Nations Unies a même accepté de payer une contribution financière forfaitaire de $500 000 par année pour l'utilisation des espaces commerciaux. Alors que dans le contrat initial, c'était donné à titre gratuit au système des Nations Unies. 500 millions de dollars, c'est à peu près 350 millions de francs. De même, pour le système des Nations Unies, il était question que c'est le Sénégal qui devait supporter l'entretien des équipements lourds et leur renouvellement pour un montant budgétisé annuellement à plus de 2 milliards. Aujourd'hui, le système des Nations Unies a accepté de prendre en charge ce volet-là. La presse l'avait évoqué également, le bâtiment qui accueillait le HCCT. Aujourd'hui, nous avons fini de conclure ce dossier. Le prix est passé de 14 milliards à 24 milliards, un bâtiment que l'État avait acquis, mais qui ne s'était pas traduit par les inscriptions nécessaires, de sorte que l'État avait payé le prix, mais continué de payer le prix de la location. Aujourd'hui, nous avons récupéré ce bâtiment d'une valeur de 24 milliards pour le dédier au siège du ministère de la fonction publique, qui quitte désormais une convention locative de 600 millions par année sur la rue Vincent à 0 francs. Donc par année, on économise 600 millions de loyers. Et le promoteur qui avait vendu le bien à l'État a accepté de rembourser le montant pour 3 milliards 200 avec une majoration de pénalité axée sur le taux d'intérêt de la BCEAO. Et on se retrouve à 3 milliards 500 de recouvrement, en tout cas projeté sur une année et demie de l'indu des loyers payés en trop. Et ce montant-là a permis de financer la réhabilitation complète d'un bâtiment administratif dont le marché sera lancé pour 4 milliards. Voilà, Monsieur le Premier ministre, en tout cas, pour résumer les différents dossiers sur lesquels nous avons porté des négociations qui ont abouti à ces résultats-là. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général du patrimoine bâti. Le patrimoine bâti est un élément important et beaucoup de biens appartenant à ce patrimoine avaient fait l'objet d'une patrimonialisation. Nous avons fait l'option parce que si chaque autorité publique, à la fin de sa mission, de ses fonctions, devait garder le logement qui a été alloué pour cette fonction justement, pour que bientôt il n'en resterait plus beaucoup. Nous avons vu des Sénégalais se pourvoir devant la Cour suprême et une décision que personne ne peut comprendre. Des bâtiments qui appartiennent à l'État. Vous êtes magistrat, vous êtes fonctionnaire, vous avez été ministre. Quel que soit votre titre ou votre rang, vous avez été logé par l'État dans le cadre de cette fonction. Vous terminez vos fonctions, on vous établit un bail sur 50 ans, vous privatisez le bâtiment, vous le modifiez, vous le mettez même en location. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit ça. Je crois qu'à la fin de nos missions, moi je devrais garder le Petit Palais, le président va garder la présidence de la République. Et aujourd'hui, on trouve des artifices juridiques
pour refuser que l'État recouvre ce patrimoine. Et il faut que l'État aille trouver après d'autres sites pour caser les nouvelles générations d'autorités. C'est pas possible. Et ces bâtiments, nous les récupérerons avec ou sans décision de justice parce que ça appartient au peuple sénégalais. Je vais donner la parole maintenant à M. Toussaint Manga, directeur général de la Loterie nationale sénégalaise. Il me disait hier que ce mois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de gains parce que les gens sont devenus subitement très pieux. Merci, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Bonsoir à toutes et à tous. Concernant la Loterie nationale sénégalaise, depuis notre venue à la direction générale, sur instruction de la hiérarchie, nous avions eu à faire le point de l'ensemble des contrats qui encadrent le secteur des jeux. En résumé, on pourrait classer les contrats qui encadrent le secteur des jeux en 3 types de contrats. Un premier lot de contrats qu'on peut dire les contrats d'exploitation avec licence. Ces contrats d'exploitation avec licence, pour faciliter la compréhension du public, c'est par exemple les contrats attribués dans le secteur digital aux partenaires, par exemple, j'en cite quelques-uns pour que les gens puissent comprendre, aux partenaires tels que OneXBet, Melbet, BetClick, Sonobet, j'en passe. Ces contrats de licence, nous les avons trouvés tels quels. 15% à 18% pour quelques, pour la LONASE, et 85%, voire 83% pour les partenaires. Sur ce secteur, nous avions entamé les renégociations et nous avions abouti à la décision que dans le territoire sénégalais, tout opérateur qui opère dans le secteur digital, communément appelé le betting, devra désormais payer des redevances à hauteur de 30%. Ce que nous avions commencé à appliquer, et comprenez bien sûr que les 30% prennent en compte la nouvelle loi de taxation aussi qui est là, qui est de 20% pour les gains des opérateurs. Et cela signifie que nous passons du simple au double en termes de redevances pour la LONASE. Mais après diagnostic, bien sûr que nous avions mis en place un comité de négociation qui est composé de l'ensemble des équipes de la LONASE, et le comité avait travaillé sur tous les aspects techniques, les aspects financiers, les aspects juridiques bien sûr, et les aspects stratégiques. Depuis notre venue, nous n'avions octroyé aucune licence d'exploitation des jeux aux opérateurs. Nous avions pris l'option stratégique de passer au modèle de partenariat technique. Partenariat technique veut dire quoi? Que l'opérateur met à sa disposition l'outil à la LONASE et c'est la LONASE qui exploite, moyennant une répartition de 75% pour la LONASE et 25% pour l'opérateur. Ce qui fait que ceux qui ont eu la chance, en tout cas, d'avoir des licences, lorsque leur licence sera terminée, ils pourront, s'ils veulent bien sûr rester, passer au modèle de partenariat technique, qui fait que la LONASE ne prendra plus 30% actuellement avec eux, mais ce sera 75% pour la LONASE et 25% pour le partenaire. Sur les deuxièmes types de contrats, ce qu'on appelle les contrats de partenariat technique. Parce que comprenez qu'il y a le secteur digital où il y a les opérateurs, mais il y a le secteur physique, c'est-à-dire tous les jeux qui sont faits
au niveau de nos agences, au niveau des kiosques, au niveau de nos magasins. Dans ce segment, c'est la LONASE qui exploite. Mais par contre, il y a des contrats de partenariat technique. Les partenaires qui nous provisionnent des solutions techniques. Et sur ce volet, les contrats étaient que c'était dans le chiffre d'affaires global, le partenaire était rémunéré à 18%. Nous avons entamé des renégociations et rechangé les contrats. Désormais, si on prend dans le loto, le partenaire qui était payé à 18% est payé maintenant à hauteur de 12%, ce qui revient à 88% pour la LONASE. Dans le secteur du pari sportif aussi, dans le réseau physique, le partenaire était payé à 18%, aujourd'hui il est payé à hauteur de 13,5%. Il en est de même aussi, toujours dans le réseau physique, pour les prises de paris, puisque nous sommes accompagnés par des partenaires pour les prises de paris et les calculs des rapports, dont 2 partenaires. Déjà, il y avait un déséquilibre. Un partenaire était payé à hauteur de 3% et un autre a été payé à hauteur de 4,5 ou 5,5%, pourtant pour les mêmes services effectués. Nous avions pris la décision d'aligner pour les prises de paris pour tous les partenaires pour qu'ils puissent être payés à hauteur de 3% du chiffre d'affaires. Donc, ils passent tous de 4 ou 5 à 3%. Et le dernier lot de contrats, c'est le contrat de la centralisation des flux, où on avait un partenaire qui était rémunéré à hauteur de 65% et 35% pour la LONASE. On avait introduit un deuxième partenaire où la LONASE est payé à hauteur de 50% et le partenaire aussi 50%. Mais ce contrat est dans un processus d'appel d'offres de partenariat privé-public et nécessairement à l'appel d'offres, on va inverser la tendance. La LONASE prendra la plus grande part et le partenaire quand même sera servi mais à un taux raisonnable. Voici un peu de façon résumée les différents contrats que nous avions eu à exploiter au niveau de la. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs, nous avons fait un tour d'horizon sans entrer dans beaucoup de détails, parce que beaucoup d'autres initiatives ont été prises. Pour ce premier face-à-face, j'avais choisi de limiter à cela. Le prochain portera sur le foncier, pour lequel j'avais également mis en place deux comités. Un pour le littoral particulièrement, qui a été agressé, vandalisé même depuis quelques décennies. Un travail de fond a été fait et des décisions très fortes. Et un autre sur les lotissements, de manière générale, dans la région de Dakar et au-delà. Des conclusions ont été rendues, des décisions prises. Et je pense que le prochain rendez-vous portera spécifiquement sur le foncier. Je voudrais dire simplement que cet exercice est un exercice de transparence, de reddition. Il est important pour le passé, pour ce qu'on est en train de faire présentement, mais surtout pour prendre un nouveau départ, figer de nouvelles pratiques qui sont celles-là qui n'auraient jamais dû être abandonnées, celles qui sont conformes à la constitution et aux lois de ce pays, celles qui sont conformes aux intérêts supérieurs de ce pays. Ce n'est pas un exercice dirigé contre les partenaires, contre les investisseurs, loin de là. Sur ce qu'on a présenté, ça ne représente pas grand-chose par rapport à la masse des investisseurs. Tout investisseur désireux de travailler, honnêtement, lucidement, dans un partenariat mutuellement gagnant est le bienvenu au Sénégal, qu'il soit sénégalais ou étranger. Mais il n'est pas admissible. Ce qui n'est pas admissible ailleurs ne le sera pas ici. Et que désormais, les gens doivent comprendre qu'il y a des règles dans le pays, il y a des lois qui ne sont pas différentes des règles et des lois de tout autre pays sérieux. Il suffit de les respecter et de s'épanouir, de travailler dans ce pays. Je vais faire un bref résumé de quelques minutes en wolof. mbokk yi ñu ngi lay nuyu di leen jaajëfal ci weeru tedd wi
waxtaan wi dañ ko defoon pour waxtaan ak yéen ci li nga xam ne sumboon nañ ko biñ koy def woote woon nañu ñëpp xam ne ñu ngi taxawal ay kuréel yoo xam ne lii woon seen liggéey mooy saytu waaye bu ñu saytoo ba gis ñu doxal lu ñuy may li nga xam ne yàq nañ ko ci réew mi ak ci alalam ñu delloo si ko ci biir réew mi bañ koy wax nag ñëpp neewoon nañ ñi mënul ne ba ñuy nekk ci l'opposition la ñu teel a wax ni lu bëri lu nga xam ne xaatim nañ ko fii ci réew mi rawatina nag ci li jëm ci suñuy ressources naturelles mooy pétrole beeg gaz beeg or beeg yu demee noonu def nañ ko ci anam yoo xam ne baaxul ci réew mi te du am musa am jeexital ci réew mi ndax Afrique mooy benn continent boo xam ne moom rek moo dul jëriñoo alalam feneen foo dem nit ñi ngay jëriñoo seen alal réew yi ñi ñëpp di fàq dem tey di fa uti xaalis wala investissement leneen yàlla wërsëgal ci alal boo jëlee réew golfe bi seen gaz ak seen pétrole moo leen may li ñu am réew yu ndaw a ndaw la waaye am nañu seen fulla ba téye seen alal kenn waaye Afrique rek moo mel ni mu mel moo tax ñu ne woon faw rek ñu jublu ci loolu jublu bi nag ñaar la benn bi lañu def tey mooy gannaaw bi ma sampee kuréel yi tey ñuy waxtaane ci benn ci kuréel yooyu mooy ñi nga xam ne ñoo waroon saytu lépp lu ñu xaatim la ca baax ñu ne baax na la ca baaxul ñu fexe ba mu dellu si ma dénkoon bii suñu kilifa gi suñu mag ju baax ji di El Hadj Ibrahima Diop mu ànd ceeg ñu bëree bëri ñi bokk ci état ñi bañ a bokk ci état maa ngi gis fii ñoom maître Bathily ñoom Cheikh Omar Seck ak ñeneen ak ñeneen duñu waa état waaye dañoo ñëw laajuñ ñu dara ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi liggéey boobu nag jur lu am solo ci njëriñ ci réew mi te am na ci loo xam ne njëriñ gu teew la am na ci njëriñ goo xam ne day law ba faw rek bi ñu liggéeyee ci poñ yi li jëm ci énergie nag yaatu na ma dugal ci pétrole bi gaz bi dugal ci énergie renouvelable yi ba ci centrale yi nga xam ne ministre bi wax na ko léegi ak secteur minier bi lépp li nga xam ne or la wala zircon la wala carrière yi ñu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne ay centaine de milliards jot nañ ko delloosi ci réew mi am na alal goo xam ne jëloon nañ ko suñu loxo ñu ngi koy delloosi bi ci gën a ñaari ci gën a am solo mooy phosphate bi ma damay wax di phosphate bi moo ëpp solo sax pétrole ak gaz phosphate bi ndax lépp nga ci mën a def lépp ba ma demee Maroc dañ ma won loo xam ne dafa yéeme te am na lu ñuy waxtaan ak ñoom ak lu ñuy liggéey ak ñoom loo xam ne bu sottee dinañu permettre ñoom la ñu def ko fii ci formation ci production engrais production batterie LFP yi ak yeneen yoo xam ne loolu daanaka Maroc amul gaz amul pétrole boo fa demee waxtaan ak dañ ne yéen am ngeen lu ñu amut ndax dañoo bokk am suñu phosphate waaye yéen da ngeen am gaz te ñun amuñu ko kon yéen li ngeen war a mën a def seen phosphate moo ëpp foofu ñu def suñu phosphate bi mais ci ban phosphate bu ñu jël joxe ko ci anam yoo xam ne tey Sénégal daanaka amu ci dara li may wax nag ñun defuñu ngir xeex ab société dama yàgg wax ni sama bopp la gënal tekkiwul ni dama laa bañ ñun on est pour le Sénégal d'abord et avant tout moo tax loolu nañ ko delloo si récupérer waat ko moo taxoon ma santoon ministre bi bind na ñooñu ne leen concession yi muy Taïba muy Tobène 1 Tobène 2 ba ci Gossas duñ ko renouveler dakkal nañ ko convention d'établissement pour industrie bi duñ ko wéyal dakkal nañ ko defar nañ nag suñu stratégie ba ne lii lañu bëgg ci suñu phosphate bi ndax phosphate rek mën na développer Sénégal phosphate bi kese ñu ne lii lañ ci bëgg képp koo xam ne partenaire nga moo xam Indorama nga tudd moo xam OCP nga tudd boo ñëwee fekk ñu si ñu waxtaan buñ ci déggoo mën nañ liggéey ak yow désormais loolu mooy suñu stratégie noonu lañ ko bëggee ci pétrole beeg gaz bi moo tax ñu ne tey SOMISEN bi nga xam ne ci wàllu mine ngañ dem baa ngi nii toog moom lañ ko dénk mu ciy def liggéey bu am solo
mënoon nañu wax sax ci redevance yi yokk ko ci ndax liggéey bu am solo def nañ ko wala muy Petrosen avec Alioune Gueye mi toog désormais dañoo bëgg ñu nekk au cœur de nos stratégies en matière minière en matière pétrogazière doon des développeurs nos actifs ñu téye ko doog a xool nag partenariat ci exploitation wala ci industrialisation kon loolu bu pàcc bu am solo la chiffres yi lim nañ ko ci tubaab su ma ci dellu seet nañu gën a yàggal fii noonu lañ ko defee ci wàllu infrastructure yi ndax dañ fi fekkoon ay projets yu bëree bëri mënoon nañ ci dugal fàtte nañu promise bi ak yeneen ci infrastructure justice beeg ñoom seen waaye li ñu def ci écoles yi ci hôpitaux yi ak ci universités yi particulièrement ba ci PSD bi nga xam ne infrastructure la dégg naa ñu bëri di politiquer loolu bu ñu demee dañ naan ñun dañoo arrêté projet yi nekk Matam bëgguñoo investir Matam PSD bi ba ci nekk Casamance ba ca nekk Saloum ak ba ca nekk Matam yépp la ñu taxawalaloon parce que dañ ko saytu gis ni dañ cee yokkoon lu bëree bëri lu mat 24 milliards yoo xam ne bokku ci ñu ne nañ ko renégocier ak suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ci nekkoon donc infrastructure yooyu biñ ko xoolaatee gis nañ 30 milliards ci éducation nationale bi gis nañ plus de 20 milliards ci enseignement supérieur bi gis nañu ay dizaines de milliards ci programme hôpitaux yi am na ci yoo xam ne sax ci président de la République dañ koy supprimer dañ koy annuler carrément bi nga xam ne 71 milliards la par exemple yooyu yëpp du ñu delloo si ci réew mi muy ay gain am solo ci wàllu alal réew mi ci li mu moomoon ci patrimoine li ñuy wax patrimoine bâti parce que état dafay am patrimoine boppam tey suñu nguur mi ngi jéeg dépensé 16 milliards lu ko ëpp di louer ay bâtiment pour ses services ci jamono jooju lim moomal boppam ñu ngi ko jox ay nit ñu toog ci lii joxoon nañ ko ay nit ñu toj ko fii rek primature boo ngi xoolee place bi nekk ci gannaaw nii ñu ngi ko raser à zéro ñu ngi ko joxe woon ci anam yoo xam ne jaaduwut récupérer waat nañ ko te li ci ëpp nag waa bitim réew lañ koy jox pour ne pas dire lépp dama ne boo ma joxoon terrain fii terrain wu 3000 mètres carrés 2000 mètres carrés ma nekk léegi milliardaire ndax banque bu ma dem mu lebal ma kon soo ko doon def sax donte jaaduwul xanaa nga defal ko ab sénégalais mais lépp ay waa bitim réew lañ koy jox nga xam ni am na lu ne ci suuf ñaata appartement lañ ciy am ñoom wala lañ leen jox ci suuf yooyu yëpp ci liggéeyu Elimane Pouye mi jiite foofu récupérer nañ ko ñi ci bëgg a liggéey renégocier nañu ci anam yoo xam ne anam yu set wicc la bu ñuy tabax immeuble état bi andi terrain ñu valoriser terrain bi kii tabax bu dee terrain bu yaatu ñu def ñaari immeuble bii di immeuble commercial bii di immeuble administratif noonu lañ ko doxalee ci yi ñu fi fekk yëpp redevance audiovisuelle yi nga xam ne ministre télécommunication wax na ko daanaka nit ñi waa bitim réew daan nañu exploiter suñu jaww di ci liggéey xaalis bu dul jeex te Sénégal daanu ci am dara ay 100 millions yoo xam ne amul solo tey yëkkati nañu redevance yooyu bu mu doon ay milliards yu milliards ministre bi wax na ko léegi ba ci mbirum mbay mi liñ fi fekkoon ci programme bu am solo ci war a mun a am des chaînes de conservation ak du matériel agricole ñu gis ci surfacturation yu am solo ministre Mabouba wax na ko ci li jëm ci ndox mi hydraulique bi dellu si nañ ci yu bëree bëri yoo xam ne renégocié nañ ko lii nag mbokk yi ba ci LONASE bi Toussaint wax na ci léegi lii nag yu garaaw la moo tax ma ne ñaar la ba ci ñett la sax bi ci njëkk mooy lu ñu mën a récupérer ñu récupérer ko ñaareel bi mooy mu am lu mu jur lu weesu li ñuy am teew mi teew waaye ñetteel bi mooy ñi ko def te def ko seen teefu bakkan war nañ jóge ci lii ba kenn ku nekk suñ la nomeeti fenn wala ñu fal la fenn balaa ngay xaatim di nga xool lan la charte réew mi wax nga xool ndax lii dëppoo na ak intérêt Sénégal ndax lii ñuy génn nii yëpp lu ñu leen waxoon la bi ñu nekk opposition ni ñu leen ko waxee woon ci bor bi ma taxaw assemblée ne leen ñi ngi nëbbu bor bi lu bëree bëri noonu la leen ko waxoon ci li jëpp lépp lu jëm ci ni ñuy gérer suñuy ressources naturelles ak yeneen téere bii ma wane léegi 2016 laa ko bind ñu bañoon ne duñ ko publier Sénégal ñu def ko France ma dem fa ñoom Aliou Sall recevoir mu ñu def fa présentation bu rëy lañ fa waxoon yëpp amul lenn loo xam ne tey dajuñoo ak moom ñooñu def ko nag ñu ngi fii faw
ñu war a jaar ñu jaar fa ak ñoom moo tax comme léegi liggéey bi day doy waar ma profité ci féliciter encore les corps de contrôle IGE Cour des comptes OFNAC ak ñeneen CENTIF ñi ngi def liggéey bu am solo ku ci lire seeni rapport man mi jot rapport yëpp da ngay am d'abord loola naqari ci Sénégal mais nga am fierté aussi ci qualité fonctionnaires yi ñu am ak corps de contrôle yi waaye lu ñu liggéey gars yi yàq ko moo tax waa Assemblée nationale saisir nañ ma ci yu bëree bëri bu ñu jógee ci lii gëm naa ni am nañu des dizaines de commissions d'enquête parlementaire yoo xam ne dañ ko taxawal kenn ku ne ñu woola nag nga ñëw layoog askan bi li ma gënaloon mooy ñu def ko ay séance publique nag ñëpp ñëw layoo lan moo tax ñu def lii tant que egguñu foofu ci réew mi njuuj njaaj du fi jóge luubal du fi jóge te baadoolo bi mooy continuer di sonn néew di doole bi mooy continuer di sonn ñenn ñi di enrichiru ci loo xam ne jaaduwut lii moo waraloon ndaje tey bi xam naa ni Birame Souleye mi ngi may naan du ma wax lu ma bind fii waaye xam naa ni fi mu ne nii gisatul waaye nañ jël ñaar ba ñetti question rek parce que dañ ko waxoon point de presse la ñu ngi delloo kàddu gi Aram mu xool nu mu koy organiser Birame dinañu pare balaa ndogu incha allah. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, nous allons donc prendre 2 à 3 questions, mais insister sur le timing, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, une question par journaliste et une seule et unique question. Lala. Bonjour à tous. Alors, c'est Lala Rassoul, journaliste Sénégal 7. Question bi ma am mooy jotoon nañ fi dégg problème mu contrat bu nekk diggante Sénégal ak Woodside depuis lors déggaatuñ ci évolution xamuñu est-ce que 43% yi nga xamante ne Sénégal moo ko waroon récupérer na ko et puis depuis lors amuñu ay éclaircissement par rapport ak contrat boobu bëggoon nañ ci am lu ñu leer étant donné que pétrole bi actuellement ak au niveau international ni mu nekkee ay problème lan ngeen envisager pour comme solution par rapport ak loolu merci. Merci Lala. Diallo, oui, de l'autre côté. De l'autre côté, le monsieur qui est derrière. Demba, oui, allez-y après le monsieur. Bonsoir, je suis Demba Diao, RTS Radio. Alors, ma question s'intéresse surtout aux renégociations, effectivement, des contrats et conventions entre le gouvernement et certaines sociétés. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une opposition, un refus de certains opérateurs? Si oui, qu'est-ce que l'État du Sénégal prévoit de faire pour éviter une longue procédure judiciaire? Merci. Merci Demba. La dernière question derrière. C'est le monsieur qui avait déjà levé la main, donc on va lui donner la parole. Il est déjà debout. Et ce sera la dernière question, vous comprendrez. Merci beaucoup. J'espère, merci beaucoup. Bonjour, c'est Morama du journal Enquête. Moi, ma question, c'est toujours sur la renégociation des contrats pétroliers. Quand on parle de renégociation, naturellement, beaucoup de Sénégalais, en tout cas, pensent au secteur pétrole et gaz. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas concrètement qu'attend l'État de ces renégociations avec BP, avec Woodside pour Sangomar. Concrètement, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les contrats initiaux et que demandez-vous concrètement? D'autre part, les compagnies, on apprend que jusqu'à présent, elles attendent d'être saisies par le comité, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de négociation concrète entre le comité et ses compagnies. Merci. Que répondez-vous à ce niveau? Merci beaucoup. Ce sont les 3 questions, Monsieur le Premier ministre. Vous donnez une question à la presse internationale. Ils ont levé la main, je crois. Donnez au monsieur alors. Léa Elisabeth Sterhoff, je travaille pour RFI. Pour vous ramener sur un terrain plus politique, Monsieur Ousmane Sonko, est-ce que vous pensez, comme le président l'a dit samedi lors de l'Assemblée générale de la coalition Diomaye, que vous n'avez qu'un seul adversaire qui est l'opposition,
Ou est-ce que vous pensez que le choix de Bassirou Diomaye Faye de structurer sa coalition, de la maintenir, marque un divorce avec vous et avec le PASTEF, comme le disent les militants de votre parti? Monsieur le Premier ministre, nous allons vous passer la parole pour les questions relatives au sujet du point de presse sur la renégociation des conventions et des contrats. Merci. Merci. Je pense que la première question a porté sur Woodside. J'avoue que j'ai pas bien compris parce que je sais pas d'où viennent les 43% et tout ce qui a suivi. J'ai pas bien compris. Monsieur le ministre, si vous avez mieux compris. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur la question, c'est qu'il faudrait comprendre dans le secteur pétrolier l'origine. Ça, c'est une vision synoptique qu'on va essayer rapidement de donner. C'est des projets qui coûtent extrêmement cher. Développer un projet coûte extrêmement cher et en général, dans la partie même primaire sur la recherche et l'exploration en général, la société nationale ou l'État ne met pas de contribution financière. C'est l'opérateur qui vient, qui prend le risque et qui porte en général la société nationale. Maintenant, il y a des quotités qui sont définies dans le cadre des contrats de recherche et de partage sur le développement du projet. Donc, à cette étape-là, il y a un niveau d'investissement que la société nationale ne supporte pas. Quand on commence le développement et la production, il y a un niveau de contribution que la société intègre dans le développement du projet, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, si on prend le cas de Woodside, le projet a connu une prise en charge de ce qui devait être à l'origine de la contribution de Petrosen. Et d'ailleurs, c'est un point qui est en train d'être discuté aujourd'hui parce que Woodside nous dit, nous vous avons porté aujourd'hui dans les ventes, on va récupérer ce sur quoi nous avons porté, donc vous n'avez plus le droit d'accéder. Donc ils sont en train de vouloir nous facturer un montant de 71 milliards. Mais c'est ne pas connaître déjà Alioune Gueye, il est tellement teigneux et têtu. Ça, je viens de le dire, il est en train de faire un excellent travail dans la discussion pour défendre crânement les intérêts du Sénégal, alors que, à l'origine, les dés ont été pipés parce que c'était très, très, très mal négocié. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est à la limite courir derrière une situation qu'on est en train d'essayer de rattraper. Et je pense qu'en fait, des jalons sûrs sont en train d'être posés pour trouver les meilleures réponses dans la défense stricte de l'intérêt du Sénégal sur l'intégralité des projets, qu'il s'agisse de GTA, qu'il s'agisse de Sangomar ou de Yakar Teranga ou sur les autres projets. Voilà un peu une réponse globale qui précise ce point-là, Monsieur le Premier ministre. Merci. Je pense que, de manière générale, pour les renégociations, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs axes de renégociation.